Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Il y a beaucoup de gens dans la salle, mais il y a aussi pas mal de monde en ligne. Le sujet est particulièrement intéressant et je suis très heureux de vous accueillir ici pour cet événement, cette table ronde qui est organisée par la chaire Aouldan-Durand en collaboration avec la chaire en études asiatiques et indo-pacifiques du Cerium. Le sujet, comme vous le savez toutes et tous, c'est les élections à Taïwan. Ça peut se résumer en deux mots, comme on l'a mis sur l'affiche, et maintenant. Comme vous le savez, il s'est passé cette fin de semaine des élections à Taïwan. On va réfléchir à ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quels sont les impacts. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi trois personnes particulièrement à même de répondre aux questions que vous posez toutes et tous. Trois collaborateurs et deux collaborateurs et une collaboratrice qui vont donc nous présenter. Ce que je vous propose, c'est une dizaine de minutes. Chacune et chacun d'entre eux vont nous parler de certains éléments du sujet, du contexte, et ensuite repasseront une deuxième fois. Et par la suite, on aura les questions du public. Je suis sûr que vous posez déjà pas mal de questions. Peut-être que dans la présentation, ils et elles répondront déjà dans un premier temps. Je vais vous présenter sans plus attendre les personnes qui constituent le panel. Mon nom est Yann Roche, je suis professeur au département de géographie de l'UQAM. À ma gauche, mon collègue Ling-Ting Chen, qui est professeur au département de sciences politiques et qui est directeur par intérim du CEIM, du Centre d'études en intégration et mondialisation de l'UQAM, ainsi que Olga Alexeyeva, qui est professeure au département d'histoire de l'UQAM également, qui est sinologue, qui connaît très bien la Chine et qui va nous parler également de la réaction de la Chine, et Adrien Savol, qui est doctorant à l'Université Laval en anthropologie, qui s'intéresse beaucoup à la Chine et aux dimensions cyber de l'information, du traitement de l'information en Chine. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole tout de suite à mon collègue Ling-Ting Chen. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors je voudrais vous présenter avec le PowerPoint les résultats de l'élection. Alors, pour analyser les résultats d'élection, il y a trois choses qui sont importantes. Le premier, c'est le niveau de participation. S'il n'y a que 10% à aller voter, ça ne signifie rien. Alors, on ne peut pas utiliser le résultat de l'élection pour interpréter que voilà, les gens pensent ceci, les gens pensent cela. Donc, niveau de participation est la première chose la plus importante. Et la deuxième chose, c'est le mode de scrutin. Alors, si le mode est bon pour protéger les deux grands partis, alors la troisième partie sortie avec une proportion importante dans le Parlement ou dans le vote pour le président, ça signifie de grandes choses. Donc, deuxième chose importante, c'est de voir c'est quoi le mode de scrutin à Taïwan. Alors, troisième chose, c'est d'aller comparer. Alors, comparer cette élection avec les élections précédentes. Donc, c'est avec ces trois angles, on va commencer à apporter l'analyse préliminaire de les résultats de l'élection présidentielle et législative de Taïwan de janvier. Alors, on commence d'abord par la participation. Alors, ici, il y a une carte de participation avec toutes ces années à partir de 1996, la première fois les Taïwanais à avoir la chance de voter, d'aller élire leur propre président, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez, des participations sont assez consistantes, donc ça veut dire élevées. Alors, on n'a pas de participation aussi chaleureuse comme l'élection présidentielle en France de ces dernières années à cause de cette confrontation entre les extrêmes droites et des neutres. Mais c'est relativement honorable, c'est toujours maintenir au-dessus de 70, 65, mais c'est jamais au-dessous de 65. Donc, cette participation, par rapport avec nous, en Amérique du Nord, est beaucoup plus intéressant. Alors, au Canada, on doit retracer 20 ans en avant, à 92, pour arriver à 71, le taux de participation dans l'élection fédérale. Alors ça, c'est la participation. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des électeurs taïwanais aller voter en masse. Donc, on peut déduire les résultats de cette élection représentent une partie importante de l'opinion de la population de Taïwan. Alors, deuxième chose qu'on veut regarder, c'est les résultats. Alors, le résultat, c'est le Parti démocrate progressiste qui a
encore une fois réélu. Donc c'est la troisième fois. Alors on dit que voilà, troisième mandat, mais c'est un terme pas très adéquat pour l'élection de Taïwan parce que c'est à partir de 1996 qu'il y a la première fois que les Taïwanais ont le droit de voter, choisir leur propre président. Et avant ça, les deux présidents, Chiang Kai-shek et son fils, ils ont combien de mandats qu'ils veulent jusqu'à la fin de leur vie. Alors c'est exactement aussi, c'est intéressant de voir, est-ce que le troisième mandat est quelque chose de si significatif quand on parlait de Xi Jinping qui a pris le troisième mandat. Si on pense que pas trop loin avant lui, Mao Zedong a pris tout le mandat qu'il faut. Alors donc ce n'est pas quelque chose qui est un terme comme ce qu'on a dit qui est très important. Alors on a vu que Madame Tsai qui a fini 2 mandats, qui est de limite inscrit par la Constitution de Taïwan. Donc, elle n'a pas le droit de représenter. Donc, on est avec les voisins asiatiques, on est au juste milieu. En Corée du Sud, le président a qu'un seul mandat, a le droit qu'un seul mandat. Et en Chine, dans la Constitution, on n'a même pas écrit. Donc, il n'y a pas de problème pour Xi Jinping de prendre le troisième mandat parce que ce n'est pas limité dans la Constitution. C'est dans le statut du parti quand on dit que le secrétaire général du parti ne peut pas faire plus que 2 mandats. Alors, si ça c'est le parti, on modifie. Il n'y a rien à voir avec la constitution de République populaire de Chine. Donc, on est entre les deux. On ne peut pas prendre le troisième mandat, mais on peut avoir le successeur et il a réussi. Donc, dans ce cas, il y a ces significations pour voir pourquoi les Taïwanais choisirent 3 fois consécutivement. Donc, en total, ça va prendre 12 ans. Donc, chaque mandat, c'est 4 ans. Que c'est un parti qui prend souveraineté. Parce qu'il ne dit plus indépendance de Taïwan. Pourquoi? Parce que c'est déjà indépendant, ce n'est plus besoin de répéter. C'est qu'on n'a pas besoin de dire que le Canada n'est pas une partie inséparable des États-Unis, parce que tout le monde le sait. Alors, Taïwan, de ce parti-là, tout au long de leur campagne électorale, n'a pas mentionné de ça. Alors, le problème, c'est la Chine. Comment il interprète cette réélection du parti vert? Donc, à Taïwan, c'est très intéressant. Il y a des couleurs qui signifient le parti. Donc, le parti qui a gagné ces élections, c'est le parti démocrate, progressiste, qui est vert. Et le parti nationaliste, c'est celui qui a pris tout le mandat en avant. Okay? C'est celui qui est venu de la Chine, qui ramène des soldats et des populations à Taïwan en 1949, quand la guerre civile a perdu. Donc, il s'appelle bleu. Et l'autre, même si dans la couleur c'est turquoise, mais plutôt blanc. La troisième partie, qui est le parti émergent, c'est blanc parce que le chef de parti est un médecin. Et puisque c'est un nouveau parti, donc vous pouvez imaginer, les capitalistes, des grands patrons ne lui donnent pas trop d'argent. Donc il a utilisé cette couleur pour signifier qu'on est propre. Alors, pour dire que voilà, ces deux-là, surtout pendant cette campagne, on critique beaucoup le parti au pouvoir vert qui est corrompu. Alors, ce mot sorti de les Blancs, le premier, qui a un sens parce qu'eux, ils ne font pas la corruption ou ils n'ont pas encore le temps pour le faire. Mais pour les nationalistes, là, c'est vraiment ceux qui courent 50 pas, qui courent de 100 pas, que tu es plus lâche. Donc, vous deux, les deux, sont le parti qui est tellement corrompu que tout le monde le sait. Avec l'expérience, avec l'histoire, on sait. Alors, peu importe, on regarde les résultats. Le parti qui a gagné, qui remporte que 40% de voix. Et le parti nationaliste, 33-50. Et l'autre, 26-46. Donc, ensemble, presque 60%. Et jusqu'à le mois de début de décembre, il y a encore le rumeur, il y a des activités très, très actives pour que ces deux partis opposants fusionnent. Alors, si ça a eu lieu, cette fusion, nous allons voir qu'il va partir le parti au pouvoir avec un décalage très fort. Donc, la raison pour laquelle que c'est le parti vert, le parti TPP, qui a repris le troisième mandat, c'est aussi à cause de la division de partis opposants qui ne sont pas d'accord quand on travaille ensemble, qui doit être le président, qui doit être le vice-président. On n'est pas d'accord, sinon la situation ne sera pas pareille. Alors ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Alors on regardait, deuxième chose,
la répartition dans les différentes villes à Taïwan, on voit une grande partie de côté le plus important, Taipei et Hsinchu, et aussi tout au long de ce milieu jusqu'au sud, c'est traditionnellement les endroits où des régions qui soutiennent la souveraineté de Taïwan. Alors, ils ont maintenu, donc même si on n'a que 40% de voix, mais on n'a pas perdu notre supporter. Donc, c'est plutôt parce qu'il y a des gens qui commencent à être fâchés de la corruption qu'ils ont fait le parti au pouvoir pendant ces 8 ans. Alors, on a tourné, on a essayé de voter pour l'autre président, mais est-ce que ça veut dire que, voilà, cette 40%, ça signifie que les Taïwanais se sentent moins à l'aise avec la politique vis-à-vis de la Chine? Ça, on n'est pas très sûr. On ne peut pas savoir à partir de ce résultat. Alors, troisième chose, c'est la comparaison. Comparaison avec ces 4 dernières fois, l'élection présidentielle. Alors, jusqu'à Ma Ying-jeou, le deuxième mandat de Ma Ying-jeou, il arrive à 51%. Et la première fois, Mme Tsai, le premier mandat, il arrive à 56%. Et deuxième mandat, encore plus, 57%. Alors, cette fois, il n'en a que 40%. Alors, ça veut dire qu'il y a une perte de support. Si on regardait le résultat, on fait une comparaison avec les années précédentes. Donc, selon des analystes, après les résultats, qui ont dit que voilà, on a perdu cette première majorité. Même si on a gagné l'élection, parce que le mode de scrutin, c'est un mode de scrutin uninominal, majoritaire à un tour et au suffrage direct. Donc, il n'y a qu'un tour et n'importe qui gagne même une voix de plus, on peut devenir président. Alors, 40%, ce n'est pas une majorité absolue. Donc, il n'a pas dépassé 5 ans. Alors, c'est la première majorité qui perd. Alors, dans l'élection législative aussi, ils ont perdu la majorité dans le Parlement. Donc, même si on voit que voilà, le président restait le vert, restait les souverainistes, les indépendantistes, entre guillemets, mais le peuple n'est pas content. Alors, pourquoi il n'est pas content? C'est dans quel parti n'est pas content? Ça reste à analyser. On ne peut pas dire que c'est vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine fait quelque chose. Non, la Chine a fait beaucoup moins de choses par rapport avec la première fois. Comme le président Lee Teng-hui, 96 l'élection, ça a provoqué la 3e crise de Taïwan. Il y a des essais nucléaires, il y a des essais de tir de missiles. Donc, c'est beaucoup plus menaçant, beaucoup plus agressif. Cette fois, les Chinois savent s'abstenir de ne pas modifier ou affecter le résultat. Parce que chaque fois, ils font quelque chose. C'est aider à ceux que la Chine n'aime pas, qui est élu par les Taïwanais. Donc, cette fois, ils ont essayé de ne pas faire beaucoup de choses. Alors ça, c'est dans le côté de président. Et on y va voir l'élection législative. Ça, c'est un peu compliqué, mais pas si compliqué que ça. Donc, le mode de scrutin, c'est aussi la même chose. Scrutin uninominal, majoritaire à un tour. Alors, il y a seulement 113 sièges et il y a 79 qui est réservé pour les régions. Donc, ça veut dire que c'est avec les circonscriptions, les représentants représentent l'intérêt de la région. Alors, ce côté-là, qui est plutôt avec les intérêts et avec les préférences locales. Donc, c'est difficile à déduire que voilà, on perd les sièges de ce côté, c'est parce que nous propose ou on a des tendances d'être souverainistes éloignés de la Chine. Mais il faut regarder la deuxième partie, de 34 sièges, qui est une sorte de scrutin proportionnel, qui est de voix totale. C'est pas compliqué. On entre dans le bureau de vote. On a le droit de prendre 3 scrutins. Un pour présidentiel, l'autre pour législatif, local, régional, et 3e pour les sièges du parti. Donc, on peut voter quelqu'un qu'on aime, mais on vote à l'autre parti. Ça veut dire qu'on aime bien les idées, les stratégies, les politiques de ce parti, mais puisque on a besoin de quelqu'un qui a plus de chances d'élire, qui représente l'intérêt de notre région. Donc, on a le droit de choisir entre ça. Donc, ce qui est de
c'est le 34 siège le plus important parce qu'il est seulement dans une seule circonscription nationale. Les candidats de cette liste-là, qui représentent plutôt notre perception ou notre soutien vis-à-vis du parti. Alors, regardez les résultats de cette élection. On peut voir clairement, ça c'est le total. Donc, on voit dans le premier colonne, c'est le législateur élu. Le premier colonne, c'est le parti bleu. Vous avez vu qu'il y a 39 et le parti vert qui a 38. Donc, il n'y a pas une grande différence. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu beaucoup. Et on regardait encore plus, c'est des côtés de deuxième colonne qui est de, on dit que voilà la liste du parti, c'est 13 et 13. Donc il n'a pas perdu grand-chose. Et on ne peut pas dire que non plus que voilà ici, c'est un résultat que le vert qui a perdu la majorité dans le Parlement, ça signifie que la population taïwanaise préfère la politique de rapprochement avec la Chine proposée par les nationalistes, par les Bleus. Non, on ne peut pas dire ça non plus. Parce que la seule chose qui a changé, c'est dans le local. Local, ça pourrait dire quelqu'un qui a vraiment, dans son dernier mandat, ce législateur a essayé de obtenir le budget pour une autoroute, pour quelque chose d'important. Alors, même si son parti est pro-chinois, on va voter pour lui, même si on est souverainiste. Vous voyez? Alors, c'est ça la différence. Donc, on ne peut pas tirer la conclusion que, voilà, le parti vert ou la population chinoise qui soutient l'indépendance, qui a perdu l'énergie. Non, le résultat ne peut pas dire ça non plus. Alors, regardez aussi un peu la répartition et la comparaison avec 2020. Oui, dans le parti vert, vous voyez, le parti vert, parce qu'il est écrit en chinois, donc la couleur est plus importante. Il a perdu 10 sièges dans le côté régional. Vous voyez? Mais, non, oui, de 61 jusqu'à 51, et le parti nationaliste qui a gagné, mais ça c'est total. Donc c'est régional plus le vote pour le parti. Et en total, la différence, c'est qu'un siège de différence. Mais ni l'un ni l'autre dépassait la majorité absolue. Donc, dans le cas idéal, que tout le monde soutient la direction du parti, il y aura un chaos. N'importe quelle politique proposée par le gouvernement ou proposée par les opposants, on a besoin de solliciter le troisième parti le plus grand, le Parti populaire, qui est le turquoise ici, mais selon les Taïwanais, c'est le parti blanc. Alors, il a mangé tous les autres petits partis. Il a maintenant 8 sièges dans le Parlement. Et c'est ça qui compte. Alors, c'est quoi la position de ce nouveau parti vis-à-vis de la Chine? C'est un pragmatiste. Donc, il n'est pas si dur comme le Parti vert qui ne veut pas avoir aucun contact avec la Chine. Mais il ne veut pas non plus accepter toute la position des Chinois. Alors, c'est quoi ces positions? On va discuter un peu plus tard, mais on regardait encore une fois la comparaison avec les 2 dernières fois. Vous voyez, il a une perte dans le côté de vert, mais le bleu n'a pas bien grandi. Donc, le bleu, c'est qu'il est nationaliste, qui préconise avoir plus de contacts, avec la Chine pour éviter la guerre, qui n'a pas obtenu un soutien de la population taïwanaise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tirer la conclusion. Et on ne peut pas dire que voilà, le souverainiste indépendantiste est toujours très important. Pas vraiment. Oui. Alors voilà, ça c'est le troisième et dernier diapo. Pourquoi choisir ce diapo? Parce que Taïwan est comme écrasé par toutes ces grandes puissances autour de lui. Donc, si souvent on voit regarder les résultats, on dit, voilà, oui, les Taïwanais a dit quelque chose. On voit que les Taïwanais ne veulent pas changer la grande direction de leur latitude ou de leur relation avec la Chine, mais à la fin, déterminé par qui? Par les voisins. Par les voisins. Le Japon est un peu plus petit, c'est parce que le Japon écoute des Américains. Mais principalement, Taïwan vivre dans cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Alors, Taïwan peut continuer d'avoir le soutien et la capacité de la défense pour résister à la menace ou l'agression de la Chine,
dépendent de quoi? Dépendent pas de Taïwan lui-même, dépendent de soutien américain. Alors le soutien américain avec le proxy plus proche, c'est le Japon. Alors dans ce cas, les résultats montrent que deux choses. D'abord, les Taïwanais n'est pas prêts à accélérer ou à rapprocher plus avec la Chine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Taïwanais ne pensent pas que les résultats de leur élection, de leur comportement électoral, va modifier le statu quo. Et le statu quo est préféré par tout le monde, y compris la Chine. Alors là, Olga va nous parler plus, mais la situation est comme ça. On est dans une situation assez ambiguë, assez dangereuse, mais le statu quo est maintenu. Je m'arrête ici pour pouvoir avoir plus de questions après. Merci. Merci infiniment. C'était effectivement extrêmement intéressant. Je passe tout de suite la parole à Olga. Merci. Bonjour tout le monde. Alors pourquoi Taïwan est si important pour la Chine? Il y a plusieurs éléments de réponse. Alors pour Pékin, c'est d'abord la question de souveraineté. La question qui se trouve d'ailleurs souvent au cœur de la politique étrangère de Pékin, de son discours diplomatique, le discours qui fait systématiquement des allusions aux guerres de l'opium, au colonialisme occidental et japonais et au fameux siècle d'humiliation. Et donc Pékin voit aujourd'hui le système international comme une sorte de cristallisation de cette domination occidentale, la domination illégitime puisque acquise sous les menaces des canonnières. Et donc la montée de puissance de la Chine est justement censée de corriger cette injustice historique et de rétablir les droits souverains chinois sur le territoire perdu, et notamment l'île de Taïwan. Donc une île que Pékin présente comme une partie intégrante de son territoire national, comme un espace chinois par excellence, coupé du continent par une sorte d'accident de l'histoire. Et cette perception est d'ailleurs souvent partagée par nos médias qui présentent Taïwan comme l'autre Chine, ou comme une Chine démocratique, mais comme une Chine quand même. Or, Taïwan a une identité insulaire et multiculturelle, a développé le projet de modernisation sociétale tout à fait original. Et donc, ce sont des réalités qu'on oublie parfois à prendre en compte. Alors, cette question de souveraineté historique de Pékin sur Taïwan joue aussi un rôle important dans la logique de légitimité du Parti communiste chinois. Le parti se présente comme le garant de stabilité socio-économique, de la politique à l'intérieur du pays, mais aussi comme le défenseur de la souveraineté nationale. Et donc la reconquête de Taïwan est supposée de justement couronner les efforts du Parti communiste chinois dans ce domaine-là, de mettre, si vous voulez, un point final à l'époque des humiliations. Donc au-delà de ces enjeux idéologiques et politiques, Taïwan a également une importance stratégique pour Pékin, puisque l'île, il fait à la fois un obstacle aux ambitions de la Chine et un péril pour sa sécurité. Taïwan est perçu par Pékin non seulement comme le pivot de son encerclement naval par les États-Unis, mais aussi comme le segment critique de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, une chaîne qui s'étire du Japon jusqu'à l'Indonésie et qui héberge plusieurs bases américaines. C'est donc une chaîne qui confine la Chine dans ses mers proches et qui rend possible le blocage, si nécessaire, le blocage de ses voies d'approvisionnement, y compris en ressources énergétiques. Donc aux yeux de Pékin, le risque ici est double. Il y a d'abord le risque commercial, parce que le détroit de Taïwan, c'est un passage obligatoire du commerce maritime chinois dans le sens sud-nord. Et le second risque, il est militaire. Si vous regardez sur la carte, vous voyez que Taïwan se trouve en fait à une distance équivalente de la péninsule du Shandong, donc au nord, et de l'île de Hainan au sud. Donc, il menace de manière simultanée une très large côte de la Chine, et il divise en deux les déploiements navals chinois entre sud et est. En plus, il faut le dire, l'environnement marin à proximité des côtes chinoises n'est pas très favorable au déploiement des sous-marins. Les eaux de la mer de Chine orientale et du détroit de Taïwan sont peu profondes. Elles sont aussi
garnie de bancs de sable, agitée. Donc c'est une vraie piège de sous-marins. Or, la côte est de Taïwan, au contraire, offre un accès direct aux eaux profondes de l'océan Pacifique occidental. Elles sont donc très favorables à la navigation sous-marine. Donc on peut dire que occuper Taïwan constituerait pour Pékin un tournant historique et une façon à transformer toutes ces vulnérabilités en opportunités. Sur le plan sécuritaire, Taïwan sous contrôle de Pékin pourrait jouer un rôle de bouclier naturel de la Chine orientale. Contrôler Taïwan signifie aussi de briguer l'endiguement naval de la Chine par les États-Unis. La position régionale de Washington sera affaiblie, puisque il va devoir séparer ses déploiements militaires entre l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est. Ça peut permettre à Pékin de restreindre l'accès à la flotte américaine à la mer de Chine méridionale et par le même coup d'avancer ses positions en direction de Malacca. Et donc depuis quelques années, on voit que la Chine se fait nettement plus menaçante face à Taïwan. Les relations entre Pékin et Taipei se sont durcies, surtout après 2016, comme mon collègue l'avait bien précisé, quand le Parti démocrate progressiste est arrivé au pouvoir. Les chasseurs chinois traversent souvent la ligne médiane qui sépare en deux l'espace aérien, situé donc au-dessus du détroit de Taïwan. Pékin a aussi intensifié ses pressions sur les partenaires de Taïwan, dont le but est de l'isoler sur le plan international et de réduire toute opportunité de reconnaissance de Taïwan comme État indépendant par d'autres États. Puis on assiste aussi depuis quelque temps à l'intensification des campagnes de désinformation à destination de la population taïwanaise, 5 millions de cyberattaques par jour. Je vous laisse imaginer. Taïwan, c'est le cible numéro 1 de ces opérations chinoises. Il s'agit de fake news, de fausses images. J'ai vu même une vidéo générée par l'intelligence artificielle très crédible, comme on va avoir à faire de plus en plus. Puis ces opérations ne manquent pas à intensifier la division au sein de la société taïwanaise qui existe déjà. Et donc, par ces intimidations, Pékin indique que les autorités chinoises ne laisseront pas faire. Et de son côté, bien évidemment, Taïwan ne reste pas inactif. Taipei achète plus d'armes, cherche à diversifier ses partenaires économiques pour finalement dépendre moins du commerce avec le continent. La durée du service militaire a été récemment rallongée de 4 mois à 1 année. Puis à la veille des élections, Pékin a multiplié ses manœuvres d'intimidation, manœuvres militaires dans le détroit. On avait même le droit à ces fameux ballons blancs, soi-disant météorologiques, qui survolaient l'île. Puis en réponse, les Taïwanais ont aussi mené quelques simulations d'invasion de l'île sur le terrain, accompagnées des exercices pour tester un peu les capacités de réaction des différents services et organismes. Bref, tout cela conduit, si vous voulez, à la montée des tensions, une certaine surenchère, en fait, qui n'est pas sans danger. Puis en ce qui concerne l'impact du dernier scrutin, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que les élections de Lai Ching-te apportent des changements spectaculaires à la situation autour de Taïwan. Il s'agit, comme a dit mon collègue, essentiellement d'un choix en faveur du statu quo. Et d'ailleurs, pendant sa campagne électorale, Lai Ching-te a dit que Taïwan n'a pas besoin de déclarer son indépendance parce qu'il est déjà indépendant. Belle formule, je trouve. Ça l'enlève de toutes les discussions sur le sujet. Donc, il ne devrait pas y avoir un changement tangible dans les relations avec le continent. Lai Ching-te n'aime pas Pékin et c'est réciproque. Mais Taipei, à mon avis, ne se laissera pas pour autant dans une escalade des tensions. Parce que on sait que si demain une guerre éclate dans le détroit, il n'y aura pas de vainqueur, mais il y aura certainement un perdant. Comme dans toutes les guerres, c'est le territoire sur lequel la guerre se déroule, c'est ce pays-là qui va perdre beaucoup de choses. En plus, un tiers de population a voté pour le Kuomintang. Et donc, il faudrait en tenir compte. Dernier point, alors quelle était la réaction de Pékin le lendemain de l'élection de Lai Ching-te? Alors, j'ai regardé, je comparais les tweets, les textes des communiqués du ministère des Affaires étrangères chinois, qui étaient publiés en 2020, dernières élections, et donc il y a quelques jours, et il y a très peu de différence. C'est carrément les mêmes phrases, il y a des mêmes formules officielles,
Et alors les commentateurs de la RPC ont même exprimé, si vous voulez, une sorte de satisfaction prudente. Ils disent certes, le PDP est resté au pouvoir, mais il a perdu sa majorité au sein du corps législatif national. Il est affaibli. Il ne sera pas en mesure de faire avancer le programme de souveraineté. Kuomintang a gagné quelques sièges supplémentaires, puis on pense que les sièges indépendants, les candidats indépendants vont se joindre à eux pendant des votes. Bon, ça la donne l'opportunité au Kuomintang de finalement contrôler le PDP et puis maintenir l'équilibre des pouvoirs face au PDP. Personnellement, je pense que Lai Ching-te risque d'être occupé par les problèmes socio-économiques plus que par les problèmes géopolitiques, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de problèmes urgents. Enfin, les Taïwanais ont les mêmes problèmes que nous. L'inflation, le coût de la vie qui est très important, la crise du logement, les prix le prix de l'immobilier, c'est une montée vertigineuse, la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, je pense que c'est mon temps de passer le parole à mon collègue. Merci beaucoup. Moi, je vais reprendre finalement la dernière diapositive de M. Lin, et je vais reprendre aussi des propos qui viennent d'être dits. Mais je vais essayer de le faire d'une façon plus diplomatique, parce que comme cette semaine, l'île de Nauru a décidé de ne plus reconnaître officiellement Taïwan, je vais essayer de regarder ce que ça donne. Mais je vais revenir aussi sur la géopolitique et la géoéconomie, parce qu'effectivement, le détroit de Taïwan, là, par rapport à l'actualité, voyez en mer Rouge, ce qui se passe avec les Houthis, c'est 2 fois plus de bateaux et 2 fois plus de commerce mondial. Donc, il faut aussi voir le côté américain, japonais, qui veulent vraiment sécuriser ce détroit. Donc, sur un point de vue diplomatique, les rares pays qui sont encore 10 qui ne reconnaissent pas Taïwan, en fait, la sanction, c'est que la Chine coupe les relations diplomatiques avec eux. Et je ne vais pas vous lire l'ensemble des pays, je vais vous mettre juste celui que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'Estonie, qui est un tout petit pays d'Afrique qui n'a pas accès à la terre, là, au nord de l'Afrique du Sud. Et ce sont des pays, bon, je vais enlever le Paraguay, mais ce sont des pays très petits, en règle générale, qui n'ont aucun poids diplomatique, aucun poids militaire et très peu de poids économique. Donc on peut vraiment se demander pourquoi ces pays déjà reconnaissent Taïwan et surtout pourquoi les autres ne le reconnaissent pas. Alors l'île de Nauru, c'est très compliqué. Si vous regardez sur une carte, c'est vraiment au niveau de l'équateur, au milieu du Pacifique. En gros, c'est sous tutelle australienne. C'est vraiment l'Australie qui gère à peu près ce qui s'y passe. Et il y a eu plusieurs... bon, ça n'allait pas très bien déjà avec Taïwan. Taïwan venait d'envoyer un nouvel ambassadeur en décembre. Mais il faut bien voir que, du coup, Nauru se coupait donc de l'aide chinoise, alors que ce sont des entreprises chinoises qui sont en train de faire le port en eau profonde, qui sont en train de faire, qui n'est pas financé par la Chine, mais c'est un autre sujet. Et d'un autre côté, comme c'est un tout petit pays, et c'est vraiment leur spécificité, ce sont que des tout petits pays qui mettent de l'avant la souveraineté des peuples qui veulent être souverains. On ne peut pas être contre ça. Mais ils reconnaissent aussi l'Ossétie du Sud, l'Axbastan, des pays qui font que les États-Unis ne leur donnent plus d'aide non plus. Donc ils se retrouvaient vraiment coincés. Et là, du coup, ils ont décidé de se rapprocher de la Chine. Mais c'est épisodique, ça pourrait très bien changer dans 2 ou 3 ans. Là. C'est vraiment une question de circonstances. C'est des tout petits pays qui font ce qu'ils peuvent. Est-ce que c'est symbolique, le fait qu'il reste aussi peu de pays qui reconnaissent Taïwan ? Sur le fond, pas vraiment, parce que depuis 2016, donc il y a eu 10 pays, donc presque la moitié des pays qui reconnaissaient Taïwan qui ne le reconnaissent plus, il y a eu simultanément un renforcement de tous les liens non officiels, que ce soit le Canada, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon. Donc on peut se dire que ça ne change pas grand-chose. Mais à terme, ça pourrait changer parce que Taïwan est un membre actif et un membre observateur de plusieurs organisations internationales. Et ça va commencer à devenir très compliqué si vous n'avez plus que 3 pays qui le reconnaissent, à défendre le fait que oui, mais moi, je veux être membre de telle organisation internationale. Donc sur le temps, ça pourrait changer. Vous voyez, ça pourrait changer par rapport à ce qui se passe. Surtout que depuis février 2022, là je vais regarder, la résolution 2758 de 1971, donc en fait où les Nations Unies reconnaissent la Chine continentale comme représentant de la Chine avec un siège, n'a pas créé un siège pour l'île de Taïwan. Et depuis 2022, la Chine fait un énorme travail diplomatique de fond, avec comme argument, cela montre bien que la Chine est indivisible, cela montre bien que quand vous nous avez donné ce siège, Taïwan faisait partie de la Chine. Donc vous voyez,
toutes ces petites dynamiques diplomatiques peuvent quand même, au fil du temps, avoir des conséquences. Sur les réactions diplomatiques maintenant des pays, alors vous avez les États-Unis, le Japon, l'Australie qui ont félicité M. Lai comme il se doit. Dans ce camp-là, vous avez les Philippines aussi, beaucoup plus étonnant, qui a vraiment félicité Taïwan, en soulignant que Taïwan et les Philippines avaient les mêmes intérêts en mer de Chine méridionale. Alors évidemment, Pékin n'a pas été content, a commencé à dire aux Philippines qu'ils ne devaient pas jouer avec le feu, mais donc on voit vraiment quand même des choses qui se mettent en place. Vous avez des pays, alors je vais vous parler... là, il y a la Côte d'Ivoire ce matin parce qu'il y avait Wang Yi qui y était, mais vous avez d'autres pays qui vraiment, en fait, puis les 3/4 des pays de l'Asie du Sud-Est, qui, oui, il y a eu une élection, mais la priorité reste quand même une réunification pacifique. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment on félicite, c'est plutôt, d'accord, il y a une élection, mais comment est-ce qu'on va réussir à ce que pacifiquement ça se réunisse? Et puis, vous avez ce que j'appelle la diplomatie très lisse, qui est en fait majoritaire, qui, très jolie élection, bravo, mais on ne dit pas vraiment qui a gagné, on ne cite pas le parti, mais on est très content qu'il y ait eu une élection à Taïwan et que ce soit bien passé. Bon, comme je suis d'origine française, je vais dire la France, mais il n'y a vraiment pas que la France qui a eu cette optique-là. Donc là, on voit aussi des stratégies nationales par rapport aux politiques de chaque pays. L'île de Nauru, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on m'a demandé également de revenir sur les relations géostratégiques. Bon, depuis l'arrivée de Biden, on a bien vu que les États-Unis affichent en tous les cas un soutien complet. Biden l'a dit 4 fois, que l'armée américaine interviendrait. Le Japon a changé sa constitution pour que ses forces d'autodéfense puissent également se projeter à l'extérieur et a dit clairement qu'il défendrait Taïwan. Il y a eu un envoi de délégation non officielle par les États-Unis cette semaine, qui a provoqué beaucoup moins... par rapport à la normale, c'est-à-dire des avions qui passent la ligne médiane et des provocations chinoises continues, qui n'a pas provoqué vraiment un durcissement de ce qui se passait. Mais vous avez aussi donc, des enjeux géographiques et géoéconomiques. Je vais revenir rapidement sur la plaque continentale. La plaque continentale, pour le moment, les sous-marins nucléaires, donc les sous-marins qui peuvent vraiment rester des mois et des mois et des mois sous l'eau, partent de Hainan, donc qui est sur la plaque continentale. Ce qui veut dire que vous avez tous les services secrets du monde qui regardent le nombre de sous-marins chinois qui partent et qui rentrent à la base. C'est sûr que si on avait Taïwan et les eaux profondes, on ne saurait pas combien il y a de sous-marins chinois en action. Et donc ça, c'est vraiment stratégique. Et puis vous avez aussi les enjeux technologiques, mais ça, je pense qu'il y en aura beaucoup plus pendant la période de questions, mais je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais y aller. Le CHIPS Act, donc sur les microprocesseurs on va dire depuis 2019, il y a vraiment un durcissement des politiques américaines avec une extraterritorialité de leurs droits, donc qui empêche finalement les compagnies d'exporter des micropuces vers la Chine continentale. La Chine continentale s'en est d'ailleurs très très bien sortie, là. Elle arrive à faire du 9 nanomètres très rapidement. Mais il y a vraiment quand même cette action-là, sachant que Taïwan et produit plus de 90% en fait des microprocesseurs de haute technologie, donc ce qui est en dessous de 7 nanomètres et qui va jusqu'à 3 nanomètres, que ces usines ne sont pas duplicables. Vous avez en ce moment des milliards d'investis en Arizona et à Dresde en Allemagne, mais d'après les experts, c'est un petit peu comme Northvolt sur la rive sud. On va attendre 15 ou 20 ans pour voir si ça marche. Donc là, ça veut dire que si demain c'était coupé ou qu'il y avait un blocus de l'île, il n'y a plus de micropuces. Et vous avez beaucoup d'investissements, surtout européens, dans ces technologies. Donc en coupant, ce que je suis en train de dire, parce que je sais que sur la période de questions, ça va venir, c'est que c'est également extrêmement intégré, pour la Chine, et donc une guerre ouverte serait vraiment, je reprends les mots, enfin moi en fait, ça ne serait pas de gagnant et un perdant, ce serait perdant, 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 dans tous les cas où on se met. Parce que là, Taïwan est juste irremplaçable à ce niveau-là et que toute notre économie et tous nos joujoux là jouent avec ça. Et je vais juste finir sur l'armée taïwanaise qui effectivement est en train de se faire un bunker vraiment à l'intérieur là, et donc ils font des réserves. D'après les spécialistes des forces armées, ce que je suis pas, vous avez à peu près 20 sites où l'armée populaire de libération pourrait débarquer. Et c'est pas des sites du tout faciles, là, ça serait une compagnie hybride. Et une fois qu'on a dit ça, ils font quoi?
parce que Taïwan, vous avez des gens aussi. Donc pour moi, il n'y aurait vraiment que des perdants. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci infiniment. Merci à nos 3 panélistes.